Podcast. Écho. Le droit de se déshabiller pour autre chose que pour plaire à l'homme, de se dévêtir partiellement pour s'ébattre et pour exercer son corps est une des dernières conquêtes qui ont été faites à la fin du XIXe siècle. 1969, Évelyne Sullereau et le droit des femmes à faire du sport. Bonjour, je suis Florence, journaliste à l'INA. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous présenter une archive de la sociologue et militante féministe Évelyne Sullereau. Autrice de nombreux ouvrages sur la cause des femmes et la famille, Évelyne Sullereau est l'une des cofondatrices en 1956 de La maternité heureuse, qui deviendra le planning familial. Son rôle est déterminant dans la légalisation de la contraception en 1967. Dans cette archive, Évelyne Sullereau aborde la question de la pratique du sport par les femmes. Nous sommes en 1969. La pilule est accessible, mais pas encore remboursée. L'expression « sexe faible » pour désigner les femmes ne semble choquer personne. Évelyne Sullereau rappelle ici que la pratique du sport par les femmes est une conquête récente et tient des propos avant-gardistes sur l'égalité des sexes dans le sport, comme dans tous les domaines de la société. Alors, vive les sportives, à qui toutes les femmes doivent une part de leur liberté. Alors là, je pense en effet que la conquête du droit à s'ébattre, puisque c'est un peu ce que ce mot veut dire originellement, du droit à avoir cette espèce d'euphorie du corps qui marche bien, le droit aussi d'essayer de s'améliorer dans une distance, dans une performance, etc. C'est quelque chose d'excessivement important et qui est venu très très tard. Le droit de se déshabiller pour autre chose que pour plaire à l'homme, de se dévêtir partiellement pour s'ébattre et pour exercer son corps est une des dernières conquêtes qui ont été faites à la fin du XIXe siècle. Et une conquête vraiment essentielle, c'est certain. Oui, parce qu'elle donne une sorte de bien-être, être soi, pour le plaisir d'être soi, avec la joie de vivre, n'est-ce pas ? Sans s'occuper de plaire. Et du regard. Du regard, voilà. C'est-à-dire être un sujet et non un objet. Et peut-être est-ce pour cela que c'est venu si tard. Je donne souvent, si vous voulez, l'exemple de ces conseillers municipaux de Paris 1890, avec leur faux col, leur barbe, leur moustache et leur lorgnon, qui votaient des crédits pour qu'on mette des femmes nues sur les ponts de Paris, il y en a partout, et qui en même temps interdisaient à leurs filles de faire de la gymnastique ou de se baigner. Une certaine pudeur féminine, une délicatesse si vous voulez, s'adapte-t-elle à ce rôle de vedette qu'on fait jouer aux championnes ? N'est-ce pas plus gênant pour une femme, une jeune fille, que pour un homme ? Certainement, et c'est assimilable par exemple à la politique. N'est-ce pas ? Des femmes prennent volontiers des charges, des responsabilités, mais du moment où il faut monter sur une estrade et être le point de mire, etc., à ce moment-là, il y a en effet cette gêne, cette pudeur, cette modestie, cette impression de ne pas être à sa place. Et dans le sport féminin, ça se double du côté vedette. Je veux dire que les femmes ont toujours accepté d'être vedettes quand c'était leur charme qui est en cause. Quand il s'agit de leur performance, qu'il s'agisse de performance intellectuelle ou de performance physique, alors il y a une petite hésitation. Et très souvent, vous trouvez des sportifs qui sont, je crois, modestes. N'est-ce pas ? Parce que justement, elles sentent qu'elles ne sont pas tout à fait à leur place, tandis que vous avez des artistes de cinéma, de théâtre, etc., qui, alors, elles, sont parfaitement exhibitionnistes. Êtes-vous pour les compétitions mixtes ? Alors là, vous me posez une question qui rejoint mes préoccupations de travail les plus profondes. Ce qui m'intéresse depuis très longtemps, c'est de m'interroger sur cette série féminine et cette série masculine qui fait la condition de l'homme, la condition de la femme, et de me demander pourquoi elles ont cette distance, n'est-ce pas, entre les deux, qui est une distance historique. Pourquoi il y a des femmes médecins après des hommes médecins ? Donc elles sont bien capables de l'être, mais elles n'en ont jamais été les premières. Pourquoi un pionnier, c'est un homme qui innove, et une pionnière, c'est une femme qui est la première à imiter l'homme ? Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, eh bien, ça se traduit par cette recherche que je fais de cette théorie, n'est-ce pas, de ce pourquoi,
je cherche si c'est d'origine sociale ou d'origine économique ou d'origine sexuelle. Et elle se retrouve dans les performances. Vous avez des performances toujours légèrement inférieures de la masse féminine par rapport à la masse masculine, alors même que vous pouvez dire telle femme fait beaucoup mieux que tel homme. Oui. Et de ce fait, je pense qu'il vaut mieux séparer les séries personnellement. Néanmoins, je pense que si nous concevons le sport comme par exemple l'exercice de tous ces jeunes gens sur une plage, enfin, en dehors des Olympiades, en dehors de tout ça, alors autant je trouve merveilleux que les jeunes filles puissent justement pratiquer cet esprit d'équipe entre filles, et encore plus alors entre garçons et filles. C'était une femme qui portait la torche. Alors croyez que moi je m'en suis avisée, et d'autant plus que j'étais à ce moment-là en train d'étudier la condition de la femme grecque. Et j'ai eu l'impression de regarder les dieux de l'Olympe en face et de leur dire, eh ben, ça y est. Ça y est, parce que la mythologie est remplie d'Atalante et de femmes qui couraient, et les fresques, les bas-reliefs sont remplis de femmes qui s'exercent à des sports. Et en revanche, la réalité était tout autre. Et il leur était interdit, par exemple, de circuler dans Athènes sans s'annoncer avant. Des lois de Solon leur interdisaient. Il fallait qu'elles annoncent leur sortie par une cloche, n'est-ce pas? Et il leur était interdit d'assister aux Jeux Olympiques, etc., etc. Et quand j'ai vu cette jeune femme, j'ai eu l'impression de voir justement une allégorie, et une allégorie de beaucoup de choses. Une allégorie aussi d'une certaine libération de la femme qui ne fait de tort à personne. Et j'avais envie de dire à Solon, hein, toi qui étais sage, là, regarde un peu. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles s'il vous a plu et à vous abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Rendez-vous chaque lundi sur Écho, un podcast produit par l'INA.